Le saviez-vous? Entre 5 et 10% de la population suisse est homosexuelle. Le même pourcentage se retrouve dans toutes les sociétés et toutes les générations. L'homosexualité est donc une orientation amoureuse répandue, mais elle reste très mystérieuse. On se demande d'où elle vient, si les homos le sont dès la naissance, et s'il y a des différences majeures entre un hétéro et un gay. On verra ce soir que chacun a une petite idée sur la question. Lui est gay. Pourquoi? Avec les gays qui mettent des chapeaux. Avec sa petite écharpe, puis le bien coiffé, avec du gel. Cher candidat, On dit également que les homos possèdent une sorte de radar naturel pour se repérer parmi les hétéros. Qu'en est-il vraiment? Petite expérience à la fois amusante et instructive. cher ami, je pense que nous avons les mêmes goûts en matière d'hommes. On verra aussi que l'homosexualité n'est pas réservée à l'être humain. Dans de nombreuses espèces animales, c'est une pratique courante, notamment chez les moutons. Ces mâles présentent une préférence pour d'autres mâles qui est répétable, stable dans le temps et durable. L'espèce humaine réserve également des surprises. On découvrira ce soir pourquoi Avrel, le plus jeune des frères Dalton, a beaucoup plus de chances de naître homosexuel que ses 3 aînés. Enfin, on essaiera de déchiffrer le comportement de rejet que suscitent parfois les gays et les lesbiennes. Je sais pas, quand je vois 2 hommes, ça m'énerve, je sais pas pourquoi. C'est dans mes gènes. Un rejet dont certains ont payé le prix fort. Le médecin a prescrit à l'époque des hormones mâles. Donc j'avais 12 ans. J'ai eu donc ce traitement pour me viriliser. Au bout de 3 mois, je commence à avoir des poils qui poussent un peu partout. Et après, ils m'ont fait suivre une thérapie devant un tribunal de psychologue ou de psychiatre, je sais plus. Bonsoir. Un garçon qui aime un garçon ou une fille qui aime une autre fille, comment cela est-il possible? D'où vient cette attirance pour une personne de même sexe? Les homos sont-ils des extraterrestres? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Et pour commencer, on va voir si un gay ou une lesbienne sont reconnaissables dans la rue. Les homos ont-ils une attitude, une façon d'être différente des autres? C'est la question que nous avons posée aux clients d'un centre commercial en Suisse romande. Ça se voit directement dans leur comportement, leur manière de parler, la gestuelle qu'ils ont, c'est sûr, ça se voit. Hein. On peut voir sur sa voix, comment il se tient ou comment il parle. Et on parle pas la même chose quand on est homo que quand on est hétéro? Moi, on parle un peu différemment, me semble. Pour vérifier la capacité des passants à distinguer les gays des hétéros, nous leur présentons 3 photos d'hommes dont l'allure et le look sont très différents. Tous les 3 sont bel et bien hétéros, mais nous laissons planer le doute sur leur orientation sexuelle. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ces 3 photos? Moi, je dirais plutôt celui-là. Celui à l'écharpe est homo. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça là? Un peu l'habillement. Moi, je pense que lui, un des deux est gay. Alors, lui, pourquoi vous pensez qu'il est gay? Parce qu'il se tient comme un gay. On se tient comment quand on est gay? Avec les mains, je sais pas. Et puis l'homme à chapeau, pourquoi? Avec les gays qui mettent des chapeaux. Lui? Celui au chapeau? Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il a un chapeau, il sourit un peu d'une manière crispée. Celui-ci. Ah, celui au chapeau aussi peut-être? Ouais. Soit il l'est, ou soit... Il ne le sait pas encore. Voilà. En fait, les 3 sont hétéros. Ah bon? Et du coup, votre théorie là, de la position, elle tient pas la route. Moi, je connais des gays qui sont comme ça. Hein. Au final, personne n'a émis l'hypothèse que les 3 pourraient être hétéros. Et qu'en est-il des femmes? Est-ce plus facile ou plus compliqué de deviner leur orientation? Petit test avec une palette de célébrités féminines. Là, par exemple, la première, d'après vous, elle est hétéro ou lesbienne? Elle est hétéro. Hétéro, ouais. C'est juste. La deuxième? Lesbienne. C'est juste. La troisième? Lesbienne, je crois.
Peut-être B. Ah, on dirait une lesbienne. Hein. Eh ben, elle est hétéro. Et puis, Hétéro. Non, on dirait une lesbienne, mais c'est une hétéro. c'est juste. Ouais. Mais pourquoi vous dites qu'on dirait une lesbienne? Parce qu'elle a les muscles et tout, elle fait bonhomme. Et puis, Azealia Banks. Je suis sûr qu'elle va être Hétéro. lesbienne, malheureusement. C'est juste. Voilà, j'en étais sûr. Hétéro. Totalement homo. C'est vrai? Ouais. Ah, ça, je savais pas ça. Et puis elle. Oh, Elle vous plaît, elle? Pourquoi vous rigolez? je sais pas. Hétéro. Elle est complètement lesbienne. Oh là là. C'est triste. Alors elle, je la verrais bien homo. Oui, pourquoi vous dites ça? Vous avez l'air assez sûr de vous, là. Non, parce qu'elle a quelque chose, je sais pas, c'est dans le regard ou sa façon de regarder un petit peu. Très, presque masculine, comme ça? Assez dire, je suis là, j'existe. Les passants n'ont finalement donné que très peu de bonnes réponses. Les clichés sur les homosexuels ne leur ont été d'aucune utilité. Apparemment, il n'existe guère de signes distinctifs et visibles. On dit pourtant que les homos ont une sorte de sixième sens qui leur permettrait de se reconnaître immédiatement entre eux. Mythe ou réalité? C'est ce que nous avons voulu tester. Pascal Pellegrino est homosexuel. Et même s'il n'aime pas trop enfermer les gens dans des catégories, il a accepté pour nous de se prêter à une petite expérience. Celle du radar gay, ou autrement dit, du gaydar. Je pense, pour vous dire franchement les choses, que oui, j'ai un bon gaydar. Je pense que je suis imbattable pour reconnaître si quelqu'un est gay ou pas. Cher candidat numéro 1, avancez! 8 hommes vont défiler sous le regard expert de Pascal. Alors, candidat numéro 2. Pascal doit deviner leur orientation en se fiant simplement à leur look et à leur attitude. I'm a happy dreamer. I'm a happy dreamer. I believe in love. Voilà. L'exercice se révèle être plus difficile que prévu. Pascal a quelques certitudes, mais surtout pas mal de doutes. Mais passons au résultat de cette devinette. Bien alors, cher candidat numéro 1, je pense que nous faisons partie du même orchestre. Oui. Cher candidat numéro 2, je pense que vous êtes hétéro. Raté. Ah bon, d'accord, bon, très bien. Cher candidat numéro 3, je pense que nous avons les mêmes goûts. Bah... Ah non! Ah non, c'est pas possible! Ah bah c'est extraordinaire parce qu'alors vraiment, alors moi qui croyais que j'avais ce qu'on appelle le gaydar, vraiment là, c'est la super plantade. Cher ami, je pense que vous êtes hétéro. Oui. Cher ami, je pense que nous faisons partie du même club. Tout à fait. Ah, bah alors. Ensuite, cher ami, j'ai noté que vous étiez hétéro. C'est mal vu, malheureusement. Oh, mais qu'est-ce que vous faites alors? Pourquoi vous avez de la barbe? Non, mais je plaisante, je plaisante. Donc, je me suis trompé. Je pense que vous êtes hétéro, cher ami. Exactement. J'ai fait juste. Et alors vous, je pense que vous êtes hétéro. Sur 4 homos, Pascal n'en a finalement identifié que 2. 50% d'erreur donc. Lui, en tout cas, le gaydar, il ne l'a pas. Beaucoup pensent connaître et même reconnaître les homos. Mais sont-ils vraiment comme on les imagine? En tout cas, les clichés sont nombreux. Ils ont bon goût, sont raffinés et sont souvent coiffeurs, danseurs ou encore stylistes. Elles préfèrent le foot au shopping, ont les cheveux courts et s'habillent comme des garçons. Mais au-delà des préjugés, qui sont-ils vraiment et comment se découvrent-ils différents? Je dirais que j'en ai pris conscience assez tôt, peut-être même quand j'étais enfant. Si j'y réfléchis maintenant, j'ai des signes que je peux réinterpréter.
Mais je dirais qu'à 14 ans, je me suis vraiment rendu compte parce que je suis tombée amoureuse d'une fille de mon école. Et j'ai pas réalisé tout de suite que c'était de l'amour et j'écrivais dans mon journal que je voulais lui parler, je voulais la connaître. Et pour me rassurer moi-même, je disais « Ah !» pour être son amie. Et finalement, quelques mois plus tard, j'ai rajouté, en fait, c'est plus que de l'amitié. Et donc, je vois qu'avec le temps, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était de l'amour. Et à partir de là, je pense que c'était clair pour moi que c'était pas uniquement elle, mais que c'était potentiellement avec toutes les femmes et finalement que j'étais lesbienne. C'est un peu difficile de donner un âge exact, mais je dirais au début de l'adolescence, aux environs de 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est des indices, hein. C'est pas... paf, j'aime les garçons et je n'aime que les garçons. C'est juste des petites choses comme ça qui font qu'on se dit « Ah ouais, c'est bizarre. » Qu'est-ce qui se passe à 12 ans comme indice? C'est dans le ventre. C'est dans le ventre que ça se passe. C'est une attirance pour le même sexe. Et dans les douches, à l'école, ou des choses comme ça, des choses un peu étranges, qu'on ne comprend pas, qu'on met de côté. On se dit ça va passer, et puis ça continue. Le premier à s'être penché sur les origines de l'homosexualité, c'est le bon docteur Freud. Pour lui, l'environnement de l'enfant durant les premières années de sa vie joue un rôle capital, surtout la façon dont fonctionne le trio père, mère, enfant, c'est-à-dire ce que les psychanalystes appellent le complexe d'Oedipe. Selon cette théorie, le petit garçon qui est amoureux de sa mère renonce à cet amour interdit sous la pression de son père, ce qui l'incite à se tourner vers les autres femmes. Mais en cas d'homosexualité masculine, on parle d'un Oedipe inversé. Si on parle d'Oedipe inversé, ça veut dire que ce processus n'est pas vraiment fait et que le garçon renoncerait pas à la mère ou partiellement ou ferait semblant d'y renoncer. Et idem avec le père, va ne pas intégrer, accepter la loi paternelle ou faire semblant de l'avoir acceptée. Dans ce cas de figure, le petit garçon ne s'identifiera pas à son père et restera platoniquement amoureux de sa mère sans se tourner vers les autres femmes. Parfois, on entend dire que si un homme est homosexuel, c'est qu'il a eu un père absent et une mère castratrice. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Si vous me dites parfois, je vous dis oui. Le problème, c'est qu'il y a des tas d'hommes hétérosexuels qui ont aussi eu la même configuration familiale et puis, jusqu'à preuve du contraire, ils restent extraordinairement hétérosexuels. Donc, de là à dire que c'est la cause primaire ou la cause unique, point d'interrogation. Si Freud a observé de très près le psychisme des humains, les éthologues, eux, ont recensé des comportements homosexuels de plus de 1500 espèces animales. Chez les primates, les poissons ou même les insectes, les relations sexuelles entre deux individus de même sexe ne sont pas rares. Même Flipper le dauphin pourrait bien être gay à ses heures. Mais les plus inventifs en la matière, ce sont les bonobos. Ici, par exemple, un mâle faisant du babysitting en profite pour copuler vite fait bien fait avec un autre mâle. Vous n'y croyez pas? Eh bien, regardez à nouveau et surtout, suivez la flèche. Mais le champion gay toute catégorie, c'est le mouton. Le mouton a ce comportement assez unique qu'on a un vrai comportement homosexuel, c'est-à-dire que ces mâles présentent une préférence pour d'autres mâles qui est répétable, stable dans le temps et durable. À l'Institut national de recherche agricole de Tours, on observe le comportement sexuel des moutons de très près. Les chercheurs espèrent ainsi optimaliser le taux de reproduction dans les troupeaux. C'est pourquoi les béliers exclusivement homosexuels sont repérés puis isolés. Alors pour observer l'orientation sexuelle, on a un test assez simple. Donc derrière moi, vous avez deux cases. Dans la case à gauche, vous avez un mâle. Dans la case à droite, vous avez une femelle. Et donc l'animal qu'on va tester, on va le lâcher dans le couloir devant les deux cases et on va regarder de quel côté l'animal se dirige. Avec ce bélier, pas de doute, c'est un hétéro. Il est immédiatement attiré par la femelle et s'attaque instantanément à l'autre mâle, son concurrent direct. Mais les éleveurs de moutons observent aussi très couramment des comportements homosexuels.
comme ici dans ce groupe composé uniquement de mâles. Il peut s'agir de béliers bisexuels ou de mâles attirés exclusivement par des congénères de même sexe. Ce cas de figure concerne 8 moutons sur 100, comme dans l'espèce humaine. Intrigués, les scientifiques ont voulu en savoir plus sur cette catégorie bien spécifique de béliers. Ils ont observé leur cerveau et y ont finalement découvert la trace de l'homosexualité dans un noyau cérébral, l'aire préoptique, qui est différente chez les mâles et les femelles. Au sein du réseau neurobiologique qui contrôle l'expression du comportement sexuel, on sait qu'il existe une petite région dans l'hypothalamus qui est différente, dont la taille est différente entre mâles et femelles. Et cette taille est à peu près 3 à 5 fois plus importante chez le mâle que chez la femelle. La même différence de taille distingue les béliers hétéros et les béliers homos, dont le noyau est aussi petit que celui des femelles. Le plus étonnant, c'est que cette particularité existerait également chez l'être humain. Il y a une étude réalisée par Simon Levet en Californie au début des années 90 qui a montré que la taille de ce noyau chez les hommes homosexuels était réduite et était de taille féminine. Qu'ils soient moutons ou humains, les gays seraient donc identifiables par la taille d'un noyau cérébral. C'est surprenant, mais peut-on vraiment tirer des parallèles entre l'homme et le bélier ? Si on fait une dissection de cerveau et qu'on regarde la base du cerveau, c'est-à-dire le tronc cérébral et l'hypothalamus, on retrouve des structures qui sont très semblables en fait. Et donc ce qui se passe au niveau de l'hypothalamus, qui est le centre qui contrôle toutes les activités instinctives et donc notamment le comportement sexuel, a de bonnes chances d'être extrapolable dans une certaine mesure à l'homme. Ce qui est certain, c'est que chez tous les mammifères, la formation sexuelle du fœtus connaît des phases bien distinctes. Premièrement, ce sont les testicules ou les ovaires qui se constituent. Puis, sous l'influence des hormones qu'elles sécrètent, apparaissent les organes génitaux. Par la suite, avec le développement du cerveau, c'est l'identité sexuelle qui se met en place et l'individu va se sentir mâle ou femelle, garçon ou fille. Et dans la dernière phase, se décide l'orientation amoureuse, à savoir l'attirance pour des individus du même sexe ou du sexe opposé. La règle, c'est d'avoir un individu mâle qui va avoir des appendices et des attributs mâles et qui va être attiré par les femelles, ou évidemment, inversement, une femelle qui va avoir des attributs femelles qui va être attirée sexuellement par des mâles. Mais évidemment, il y a des exceptions. Il peut y avoir des mâles qui ont une identité femelle qui peuvent être attirés par des femelles ou par des mâles, et inversement. Donc on peut imaginer toutes sortes de combinaisons possibles, puisque justement, le développement, les étapes du développement qui mènent à fixer l'identité ou l'attraction sexuelle, eh bien, ne sont pas directement dépendants. Les hormones jouent donc un rôle déterminant dans la construction de l'identité sexuelle du fœtus. Il s'agit principalement de la testostérone, l'hormone sexuelle masculine, et des œstrogènes, les hormones sexuelles féminines. Ce sont elles qui nous permettent de nous sentir hommes ou femmes. Mais certains scientifiques pensent qu'elles sont également responsables de notre orientation sexuelle, hétéro ou homo. Les chercheurs ont découvert qu'un déséquilibre dans le dosage de ces deux substances était physiologiquement visible chez les homosexuels. Une des traces physiologiques de l'homosexualité féminine a été repérée, semble-t-il, dans le fonctionnement de l'oreille interne, qui émet des sons sous forme de clics perceptibles par un micro. Comparé aux hommes, les femmes produisent plus de clics. Des chercheurs américains affirment que l'oreille interne des femmes homosexuelles fonctionnerait comme celle des hommes, en émettant moins de clics. Preuve que les lesbiennes auraient une physiologie plus masculine. Autre phénomène troublant, l'activité réflexe de l'œil humain qui a été observée par des scientifiques. Instinctivement, la paupière se ferme en présence d'un bruit agressif. Mais lorsqu'on émet un son faible pour signaler l'arrivée d'un son fort et agressif, les hommes ont tendance à inhiber ce réflexe et ne clignent pas des yeux. Alors que dans la même situation, les femmes contrôlent moins facilement ce réflexe et ont tendance, elles, à ciller plus rapidement. En soumettant des lesbiennes à ce test, les chercheurs ont fait un constat surprenant. Il semblerait que, comme les hommes, les femmes homosexuelles ne clignent pas des yeux lorsqu'on émet le bruit agressif.
L'exposition prénatale à un excès de testostérone chez ces femmes pourrait expliquer ce curieux phénomène. Partant de ce constat, des scientifiques ont commencé à manipuler artificiellement le dosage hormonal dans des fœtus d'animaux. Ils ont notamment tenté de modifier le comportement sexuel des rats, et ça a marché. Dans un rapport sexuel classique, lorsque le mâle s'accouple avec une femelle, celle-ci s'immobilise instinctivement et baisse son arrière-train pour faciliter le coït. Le professeur Mark Breedlove de l'Université du Michigan est parvenu à modifier ce comportement. En injectant une dose élevée de testostérone à cette rate, il a réussi à faire en sorte qu'elle n'adopte plus cette position. À l'inverse, ce rat mâle a été privé de testostérone et se comporte comme une femelle. Lorsqu'un autre mâle s'approche, il baisse son arrière-train pour permettre l'accouplement homosexuel. Est-ce qu'on pourrait modifier l'orientation sexuelle chez l'humain aussi? Ah oui, bien sûr, nous sommes des mammifères comme tous les autres mammifères. On peut tout à fait imaginer des modifications chez l'humain. Évidemment, éthiquement, c'est tout à fait inacceptable. L'idée ici est simplement de comprendre les processus biologiques pour comprendre le monde qui nous entoure. Ce qui est inacceptable aujourd'hui ne l'était pas dans les années 60. À cette époque, l'homosexualité était considérée comme une maladie et les médecins n'hésitaient pas à injecter des hormones aux adolescents efféminés. On croyait à l'efficacité de ce traitement, même après la naissance. Bernard en paye encore les frais. Il est né en 1950 et dans ces années-là, son comportement sortait totalement de la norme. Je n'aimais pas trop jouer au ballon, je n'aimais pas trop les jeux d'équipe. Je préférais rester tranquille, à lire, à faire du coloriage. Donc je me démarquais de mes autres petits camarades par mes activités, comment dirais-je, mes amusements, quoi. Mais j'en avais pas vraiment conscience, je me sentais pas différent. Enfin, différent dans la mesure où je n'étais pas comme les autres petits garçons, mais j'avais des intérêts différents de mes petits camarades. Mais c'était pas du tout au niveau sexuel à cet âge-là, en fait, c'est ça? Si, quand même. Si. C'est-à-dire? J'étais assez attiré par, effectivement, par ce qu'ils trouvaient dans les culottes des petits garçons. Là, on parle de quel âge? Très tôt, hein, je devais avoir 3 ou 4 ans. Donc c'était très jeune et je m'en souviens très bien. En 1962, Bernard a 12 ans. Ses parents commencent à s'inquiéter de son comportement et décident de l'emmener chez le médecin. Le médecin a prescrit à l'époque des hormones mâles. Donc j'avais 12 ans et j'ai eu donc ce traitement pour me viriliser. Donc j'étais très heureux parce qu'au bout de 3 mois, je commençais à avoir des poils qui poussent un peu partout. J'ai jamais mué par contre, mais et après ils m'ont fait suivre une thérapie devant un tribunal de psychologue ou de psychiatre, je sais plus. Ça se passait le jeudi matin. Donc tous les jeudis matins, je me rendais à Paris dans ce lieu où devant 4 ou 5 médecins, j'étais assis sur un tabouret face à eux et ils me posaient des questions, de savoir quelle était mon attitude par rapport aux petits garçons. Et c'est ça où ça m'a vraiment choqué. Ils me demandaient si j'attendais que mes petits camarades avec leur petit robinet me mettent leur petit robinet dans les fesses. Alors moi j'étais à 100 lieues de penser qu'on pouvait faire ce genre de choses là. À 12 ans, ouais. On tombe des nues quand on entend ça. Ah bah le ciel vous tombe sur la tête. Hein. Plus de ça, comme on essaye de vous faire comprendre que vous êtes un anormal. Et ça c'était flagrant. Comment vous sortiez de ces séances? Complètement démoli. Complètement démoli. Autant que je m'en souvienne, je parlais plus. J'en voulais à mes parents de me faire passer par ce tribunal. Et puis, j'étais très mal. Je pensais au suicide, même à 12 ans. C'est complètement aberrant de voir ça, quoi. Enfin, même encore maintenant, quand je pense à ça, 50 ans après, j'ai encore des angoisses. Là, je suis angoissé de vous en parler. Malgré toutes ces souffrances, tout le monde était persuadé de bonne foi que Bernard allait changer d'orientation sexuelle. Même lui a voulu y croire. Je pensais que ça allait me guérir,
oui. Mais me guérir, oui. Mais je savais que je ne pourrais pas connaître la plénitude. Parce que je savais que je ne pourrais jamais être à l'aise avec les femmes. Et en plus, on m'obligeait à ne pas être à l'aise avec les hommes. Donc on m'a volé mes émois. Mais bon, j'ai fait avec. Aujourd'hui, on sait qu'il est impossible de modifier l'orientation sexuelle d'un humain en lui injectant des hormones. Bernard n'est jamais devenu hétérosexuel. La seule conséquence de son traitement, ça a été l'interruption précoce de sa croissance. Dans les années 80, des chercheurs canadiens proposent une autre explication. D'après eux, il existerait une corrélation entre le nombre de garçons composant une fratrie et la prévalence de l'homosexualité chez les plus jeunes d'entre eux. Autrement dit, si on applique cette théorie aux frères Dalton, je balaye bien. Mon bon petit, je déteste Avril. la probabilité qu'Avrel, le plus jeune des 4, soit gay est 2 fois plus élevée que pour Joe, l'aîné de la fratrie. Alors cet effet est relativement puissant. Pour chaque frère plus âgé, on a une augmentation de 33% de l'incidence d'homosexualité. Alors comprenons-nous bien, ce n'est de nouveau pas 33% des individus qui seront homosexuels s'ils ont un frère plus âgé. On a augmenté la probabilité de base de 33%. Donc si on partait même de 10% qui est un maximum, on sera passé à 13%. Mais on passera à 16 pour le frère suivant et à 19 pour le suivant. Donc on aura doublé la probabilité de base. Comment on explique ça ? La seule explication qui résiste à la critique à l'heure actuelle, c'est qu'il y aurait un phénomène immunitaire. C'est-à-dire que la mère s'immuniserait progressivement contre des embryons de sexe masculin et générerait donc des anticorps qui interféreraient avec le développement du cerveau de l'embryon. Reprenons l'exemple de Ma Dalton, porteuse du double chromosome X. Lors de sa première grossesse, elle a sécrété des anticorps en présence du chromosome Y de son fils aîné. Mais à chaque grossesse suivante, cette réaction s'est amplifiée et a réduit l'influence du chromosome Y. Résultat, Averell a plus de chances d'être gay que ses frères. Plus récemment, les chercheurs ont exploré une autre piste pour expliquer la présence d'homosexuels sur Terre, la génétique. Alors autant le dire tout de suite, il n'y a pas de gène de l'homosexualité. Ou en tout cas à ce jour, les chercheurs ne l'ont pas trouvé. Par contre, ils sont de plus en plus nombreux à penser qu'un ensemble de facteurs génétiques pourrait expliquer notre orientation sexuelle. À l'Université de Genève, le neurogénéticien Yvan Rodriguez modifie génétiquement des souris et arrive ainsi à changer leur comportement sexuel. Il y a une nouvelle idée qui émerge dans la compréhension des interactions sociales et sexuelles chez les mammifères, qui est qu'un mâle va être attiré d'une façon générale vers tous les membres de son espèce, mais qu'il va y avoir une information négative qui provient des autres mâles, qui va consolider ou générer le pattern final adulte de l'animal, qui est qu'il ne va pas être attiré par les mâles et être attiré par les femelles. Chez les souris, lorsqu'un mâle rencontre un autre mâle, il adopte instinctivement un comportement d'attaque. C'est le cas de ces souris non modifiées. Cet autre mâle, lui, a été modifié génétiquement par l'équipe d'Yvan Rodriguez. Du coup, son instinct combatif a disparu pour laisser place à un comportement homosexuel. Cette souris, ensuite, tous ces petits, vont être porteurs de cette modification. Et donc, on peut générer des lignées de souris qui, toutes, lorsqu'elles rencontrent des autres mâles, lorsqu'un mâle rencontre un autre mâle, il ne va plus l'attaquer, mais il va essayer de le monter. C'est l'observation des vrais jumeaux qui a amené les chercheurs à explorer la piste génétique. Car selon les statistiques, si l'un des deux jumeaux est homosexuel, l'autre a 60% de chances de l'être également. Chez les faux jumeaux, cette probabilité descend à 10%. Les gènes jouent donc un rôle indéniable. À partir de ce constat, un psychogénéticien italien s'est posé une question simple. Pourquoi les homosexuels, qui ne se reproduisent pas ou beaucoup moins que le reste de la population, n'ont-ils pas purement et simplement disparu de la planète? Pour élucider ce mystère, Andrea Camperio-Ciani a décortiqué la généalogie des familles ayant des individus homosexuels. C'est
studiando centinaia di soggetti omosessuali e eterosessuali e chiedendo loro J'ai étudié des centaines de sujets homosexuels et nella hétérosexuels propria famiglia et je leur ai demandé combien d'homosexuels il y avait dans leur famille, parmi leurs grands-parents, leurs oncles et sia gli tantes, etc. omosessuali che gli eterosessuali, è emerso che gli Il en est ressorti qu'il y a 4 à 5 fois plus d'homosexuels dans les familles des homosexuels que dans celles des hétérosexuels. familiare di quanto non abbiano gli eterosessuali. Andrea Camperio-Ciani est allé encore plus loin dans ses recherches. Il a observé que non seulement il y avait beaucoup de gays dans certaines familles, mais aussi que dans la branche maternelle de ces familles, on faisait plus d'enfants. L'omosessualità maschile L'homosexualité masculine serait corrélée à des facteurs génétiques qui influencent également la fécondité féminine. femminile e non tutta la Pas toute la fécondité féminine, mais uniquement celle du côté de la mère. di linea materna. I fattori genetici Ce sont les mêmes facteurs génétiques qui influencent l'homosexualité chez les hommes et la fécondité chez les influenzano femmes. la fecondità nelle femmine. Cette corrélation expliquerait donc la proportion stable de gays dans la population, car dans les familles porteuses des gènes, les femmes font plus d'enfants, et parmi ceux-ci, il y a des homosexuels. Les pistes biologiques, qu'elles soient hormonales ou génétiques, et même s'ils n'expliquent qu'une partie de l'homosexualité, viennent confirmer l'idée que l'orientation sexuelle d'un individu est de l'ordre de l'inné. Ainsi, être gay ou lesbienne ne serait de loin pas un choix personnel. Pourtant, ils sont nombreux à découvrir leur attirance pour une personne de même sexe, avec beaucoup de difficultés encore. La pression sociale sur les homos reste forte. C'est quelque chose que j'ai vécu très mal depuis l'école secondaire, enfin ces âges un peu compliqués de l'adolescence, où effectivement j'avais une voix un peu pas aiguë, hein, évidemment pas, mais un peu plus aiguë que ce que j'avais envie d'avoir comme voix. Et aussi, je pense que une voix qui chantait, peut-être des gestes qui dansaient un peu plus que certains de mes camarades garçons. Alors j'ai essayé déjà de baisser ma voix et de faire qu'elle ne chante plus. Comment ? Ben comment? Alors déjà comme ça, en faisant quand on tout seul dans ma chambre et en apprenant à chanter aussi. Assez logiquement, je suis arrivé au théâtre, qui m'a permis de bien ancrer mes pieds au sol, de tenir mes bras qui pouvaient bouger un peu trop, ou ma tête, faire pour qu'elle ne danse plus ou moins. Et ça en a fait ma vie. On leur dit la vérité. Merde, après tout, ils peuvent comprendre. C'est de l'amour, merde. Et c'est pas parce que je suis jeune. C'est de l'amour véritable. On a le droit de leur dire maintenant. Je ne veux plus qu'on se cache. Je sentais le poids de la société, du fait que je préférais faire du sport que des activités plus féminines, et par exemple de la danse. Et je sentais aussi que finalement, dans la société, c'est pas très bien accepté pour une fille de se conduire comme ça. Et il y a des choses que je m'autorisais pas à faire, par exemple, par peur du jugement des autres. Comme par exemple ? Comme par exemple faire de la batterie, qui était vue pour moi comme trop masculine. Et donc j'aurais jamais osé faire ça finalement, ni en parler à qui que ce soit. On essaie de faire un peu comme tout le monde. Et puis ici, c'est bien connu, les gens se marient un peu plus tôt. Enfin voilà, il y a une espèce de schéma comme ça de vie assez linéaire. Et bah, j'ai essayé de sortir avec des filles, des jolies filles, et ça marchait un moment. Pas très longtemps. Aujourd'hui, bien dans sa peau, Pascal Pellegrino a refoulé ses attirances jusqu'à l'âge adulte. Il avait 18 ans lorsqu'il a décidé de partir en vacances avec des amis. À cette époque, la simple idée qu'on puisse le considérer comme homosexuel lui était insupportable. On était en plein voyage avec ses copains, on était partis dans le nord de l'Europe, et tout d'un coup, ils ont sorti comme surnom Pelouse. Je ne sais pas comment ça leur est venu, et je l'ai su qu'après, à aucun moment ils ont pensé que je puisse être homosexuel en découvrant ce surnom. Pour vous, ça vous faisait penser à Tantouse? Pour moi, c'est Tantouse. Dès que ce surnom a existé, c'était le mot Tantouse qui était imprimé dans ma tête. Donc j'ai passé un voyage dans le nord de l'Europe avec la boule au ventre, parce que je me suis dit, ça y est, ils ont trouvé ce surnom parce qu'ils sentent que je suis homosexuel. Et il fallait, à partir de ce moment-là, leur prouver que je ne l'étais pas. Et
j'ai dragué des filles et j'ai même été le seul, je crois, avec un autre ami comment dire, séduire 2 jeunes femmes et puis faire on les a embrassées, ces jeunes femmes, et puis bien sûr ensuite on s'est vanté de ça auprès des autres amis, et pour moi c'était un soulagement, parce qu'enfin je pouvais prouver que non, vous m'appelez comme ça, mais je ne suis pas ça. Surtout pas. Sandrine co-dirige l'association suisse des jeunes LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bi et transgenres. Grâce à sa campagne J'interagis, cette association rend visible les personnes hétéros ou homo sensibles à cette thématique. Sandrine parle ouvertement de son orientation sexuelle, aussi bien sur son lieu de travail que dans sa vie privée. Pourtant, lorsqu'elle avait 16 ans, tout un pan de son existence était encore dans l'ombre. La difficulté, ça a été que j'ai commencé à avoir 2 vies séparées. Une vie avec mes amis homo, une vie avec mes amis hétéros. Et les 2 n'étaient pas du tout mélangés. Et je pense que c'est à partir de là que ça a commencé à être difficile pour moi d'être homosexuelle. C'est que je vivais un peu dans une dichotomie entre les 2 et j'avais besoin de rassembler ces 2 vies. Et c'est pour ça que j'ai fait mon coming out. Je pense que pendant toute la période où j'ai découvert mon homosexualité, quand c'était au niveau de l'acceptation pour moi seulement, c'était pas très difficile parce que je le vivais comme quelque chose de caché finalement qui est plutôt quelque chose de positif. Mais du moment où j'ai voulu le dire aux autres, là c'est devenu plus délicat. Comment est-ce que je peux le dire? Comment est-ce qu'ils vont réagir? Et moi-même j'avais des stéréotypes, de penser forcément qu'eux vont penser des choses négatives et aussi qu'ils auront une image toute faite de moi qui n'est pas la réalité finalement. Les homosexuels ont une façon de vivre et d'aimer qui est perçue par certains comme une transgression des codes. Mais quitte à ne pas plaire à tout le monde, les gays existent sur la scène publique. Pour les lesbiennes, c'est différent. Le chemin de la visibilité est encore long. Tu vas juste regarder les images comme cela et me dire, mais alors vraiment, sans réfléchir, ce que cela t'inspire. Alors, ma chérie, là, qu'est-ce que tu vois? Une très belle femme nue, allongée sur la plage, lisant Françoise Sagan. Très bien, ma chérie, très bien. Et là, qu'est-ce que tu vois? Les épaules de Juliette. La bouche de Juliette. Les hanches de Juliette. Bon, très bien. Bon, et là, ma chérie, qu'est-ce que tu vois? 2 petits seins et un grand bras. Océane Rosemary a décidé de mettre en scène un sujet qu'elle connaît bien, son homosexualité. Dans son spectacle, elle parle un peu des gays, mais c'est surtout le monde des lesbiennes qu'elle évoque, en s'inspirant de sa propre histoire. J'ai vraiment assumé et affirmé que j'étais lesbienne à l'âge de 21 ans, alors que ça faisait, je pense, depuis mes 4 ans que c'était là, quoi. Je pense que j'étais déjà amoureuse de ma prof de maternelle. Parce que nous, les lesbiennes, on tombe toujours folle amoureuses. Je pense qu'il y a autant de filles qui savent très tôt qu'elles sont, en tout cas qui sentent très tôt qu'elles sont lesbiennes et qu'elles aiment des filles, mais par contre que ça leur prend plus de temps pour s'affirmer. Parce que de toute façon, en tant que fille, on leur laisse moins ce champ-là d'affirmation. Et donc, elles se disent, bon, alors, et puis on nous a tellement martelé avec le prince charmant, les contes de fées, les machins. Donc, bon, alors c'est comme ça. Et il y a beaucoup de filles qui, en fait, étaient évidemment lesbiennes à 4 ans et demi, sauf qu'on leur a tellement pas dit que c'était possible qu'elles se sont censurées elles-mêmes. Et elles se sont mises dans un schéma hétéro avec des garçons où elles n'étaient pas très heureuses, pas très amoureuses. Alors que je pense vraiment que les garçons peuvent juste s'autoriser dans nos sociétés à penser autrement. Ah bah oui, c'est vrai que si on y réfléchit bien, le seul moment où un homme voit 2 femmes coucher ensemble, c'est quand? C'est dans les films porno. Et dans les films porno, les filles entre elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'excitent. Elles s'allument en poussant leur petit gémissement connu. Et donc ça, c'est seulement pour mieux préparer l'entrée triomphante de Strogoff. Strogoff, l'étalon slave, avec son rôti de bœuf entre les jambes. Océane Rosemary a intitulé son spectacle « La lesbienne invisible ».
Une façon de rappeler que l'homosexualité féminine manque encore aujourd'hui de références culturelles ou scientifiques et qu'il est difficile de se nommer en tant que lesbienne. C'est plus facile de dire « je suis avec une copine », avec le risque qu'on ne comprenne pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous pouvez dire pendant des années à vos parents « je vis avec une copine », ça n'évoque justement pas forcément une vie affective, amoureuse et sexuelle. Oh bah je vais tout vous dire sur Nathalie, quand même, la femme de ma vie, c'est normal. Hein. Mais de dire « je suis lesbienne », tant pour soi que pour les autres, c'est plus du tout pareil. Parce que c'est au fond mettre les autres et soi-même devant une catégorie en soi. L'appartenance à cette catégorie, celle des lesbiennes, implique souvent une double discrimination. Elles subissent, je dirais, une double peine en tant que femmes, parce qu'elles occupent une position asymétrique par rapport aux hommes dans la société en général, mais elles subissent aussi la double peine en tant que lesbiennes, puisque le lesbianisme, jusqu'à ce jour en tout cas, n'arrive pas à être reconnu, envisagé comme une sexualité en soi. Au pire, quand elle existe, elle est détournée dans le cinéma pornographique. Elles n'en peuvent plus, Eva et Mathilda. Elles sont très excitées. Ah oui, on est très excités. Mais elles ne savent pas comment se faire jouir. Bah non, on ne sait pas comment se faire jouir. Qu'elles entendent d'ailleurs quand elles font leur coming out, c'est-à-dire qu'elles s'énoncent en tant que lesbiennes ou homosexuelles, etc. C'est soit qu'elles n'ont pas connu l'homme qui, en gros, les épanouirait sexuellement, soit les insultes les plus courantes, par exemple dans la rue, c'est de dire qu'elles sont trop moches, ou soit qu'au fond, elles sont dans une déconformité de genre qui fait qu'elles sont sorties, enfin, elles ne peuvent pas rentrer dans le marché sexuel des hommes. Alors je tiens à préciser, juste au cas où, que une fille 100% goudou peut quand même être jolie. Hein? En fait, ce n'est pas la laideur qui rend les femmes homosexuelles. C'est drôle. Dans les années 80, voilà l'image qu'on avait des homosexuels. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Les plumes et les paillettes ont laissé place à une représentation plus proche de la réalité. Dans les séries TV comme dans la vie, les homosexuels ne sont plus considérés comme des bêtes curieuses. Ils obtiennent le droit de se paxer et les politiciens s'affichent même avec leurs partenaires. En apparence donc, plus de malaise, face aux homos, on est à l'aise. Mais alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, un ado homosexuel sur 4 tente de se suicider? La société serait-elle moins tolérante qu'elle ne l'affiche? Pour le mesurer, un simple test. Nous avons demandé à 2 comédiens hétéros de se mettre dans la peau d'un couple homosexuel et de se cajoler au milieu d'un centre commercial sous l'œil des passants. Résultat, même si la plupart des passants prêtent peu d'attention à notre couple d'amoureux, certains regards appuyés trahissent la surprise. Vous venez de voir ces 2 jeunes hommes qui avaient des gestes tendres. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous? On voit pas souvent. Les gens se mettent pas comme ça du même sexe à se faire des câlins ou se faire des bisous. Qu'est-ce qui est bizarre? Normalement, je sais pas, un garçon ça va qu'une fille. Puis là, c'était un garçon avec un garçon. Puis on voit pas ça tous les jours. Moi, ça me gêne pas, mais c'est vrai que je pense la mentalité de certaines personnes, je pense que oui. Elles sont pas encore développées ou comment dire pas à l'aise avec ça, ouais. C'est pas grave. Je sais pas, quand je vois 2 hommes, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi. Ah, ça vous énerve carrément? Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'est dans mes gènes. Après, voilà, chacun a son opinion. Mais moi, j'aime pas du tout. Dans ma religion et tout, je sais pas, je trouve c'est... Si j'aime pas. Ouais, ça va. J'ai l'impression qu'en fait, les gens ont vu, mais s'autorisent pas à voir vraiment, en fait. Tout d'un coup, ils se mettaient en mode robot. Hop, j'ai pas vu, mais quand même, ils guignaient. Au final, les réactions des passants ont été discrètes. Mais les agents de sécurité du centre commercial nous ont tout de même rapporté 2 plaintes de parents, choqués par cette scène que leurs enfants ne devaient apparemment pas voir. Pourquoi ces personnes n'ont-elles pas directement fait part de leur désapprobation au couple d'amoureux? Y aurait-il une honte à exprimer sa gêne face à un comportement homosexuel?
Pour obtenir une réponse à cette question, rendez-vous avec une classe fribourgeoise dont les élèves dialoguent avec un représentant d'une association homosexuelle. Il est question de comportements amoureux entre jeunes de même sexe. Et puis qu'on le veuille ou non, ça s'imprègne en nous. Donc ça va être le sujet de notre premier atelier. Si je vous dis lesbienne, à quoi ça vous fait penser? Fille. Amour. Rejeté. Rejeté. Et si je vous dis gay, un homme gay? Amour. Je trouve les gays plus mignons. Mignon. Gentil. Gentil. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme qualité, les gays? Non mais il faut continuer là, ça me plaît. Ils sont plus à l'écoute que les... Plus à l'écoute. Pour passer aux choses concrètes, Florent Jouineau projette un court-métrage dans lequel un couple de jeunes filles et un couple de jeunes garçons s'embrassent. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va là, on vous dérange pas trop là? Une scène explicite qui incite certains élèves à exprimer leur véritable ressenti. Qu'est-ce qui t'a choqué d'abord? Enfin, je sais pas. C'est que c'est pas normal, c'est pas courant. Comme c'est qu'un des filles, moi ça m'a rien fait. Mais quand les deux garçons ils ont commencé à prendre du plaisir, ça commence à choquer un peu quoi. Qu'est-ce qui t'a choqué, gêné? C'est qu'un peu, on voit pas ça tous les jours, donc on voit plutôt un homme et une femme s'embrasser et pas deux garçons. Donc ça fait bizarre quoi. Deux personnes de même sexe, c'est pas l'amour nécessairement qui vient en premier quand on les croise réellement, parce qu'on les croise peu. Donc c'est d'autres images qui viennent, notamment des images liées à une sexualité anormale, une sexualité même bestiale. Quand on pense aux hommes gays, beaucoup voient une sexualité bestiale. De la tendresse entre deux hommes, c'est pas possible. Et puis une sexualité épanouissante entre deux femmes, c'est pas non plus possible. Non, c'est de l'affection, c'est de l'amitié un peu poussée. Mais c'est pas de l'amour, c'est pas un vrai couple. Ce sont deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble. J'ai d'abord trouvé ça un peu bizarre. Après, j'ai trouvé ça normal. Moi, c'est pas que je suis pas contre, mais je suis pas pour en fait. Enfin, pour ce qu'ils veulent, hein, c'est leur vie, hein, je veux dire. Pas, quoi. Enfin, ouais. Ils font ce qu'ils veulent, ça te regarde pas. Ouais, c'est leur vie, hein. C'est pas un problème. Aujourd'hui, il y a une inversion de la question. Avant, on jetait l'opprobre sur les homosexuels. Maintenant, c'est sur les personnes effectivement qui seraient opposées à l'homosexualité, à qui on colle l'étiquette d'homophobe. Donc du coup, il y a une réticence à dire réellement ce que l'on ressent et il faut parfois un peu creuser parce qu'il n'y aura plus les oppositions flagrantes. Parce que déjà, la société a évolué, ces oppositions-là maintenant sont devenues marginales et on peut s'en réjouir. Mais par contre, derrière ça, effectivement, derrière cette acceptation, en fait, c'est une tolérance, c'est une acceptation à condition que la personne homosexuelle ne soit pas trop visible, qu'elle ne soit pas trop proche de moi, qu'elle n'en demande pas trop, qu'elle n'en demande pas l'égalité notamment. Non, il faut toujours maintenir cette distinction. Lorsque les homos se montrent trop revendicateurs et réclament, comme en France, le mariage pour tous, la tolérance fait place à des réactions plus vives, comme celle qu'a recueillie Canal+. Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime, mais c'est contre nature. Hein. C'est dangereux, un homosexuel? Je pense que ça peut être dangereux. J'espérais de tout cœur qu'il puisse guérir. Hein. Comme on dit en bon français, qui s'enculent tranquillement dans leur chambre, hein, et il n'y a pas besoin d'un acte d'état civil pour s'enculer. Un rectum, c'est pas fait pour y planter une verge, c'est fait pour expulser des étrons. À entendre ces propos virulents, on peut se demander ce qui les motive et comment il faut interpréter le comportement de ces homophobes. Un premier grand groupe, on va dire, c'est tous ceux qui ont peur de l'autre, qui ont peur du différent. Il y a aussi ceux qui ont peur d'eux-mêmes, hein, ces homosexuels refoulés, disons par exemple. Ça, c'est un concept qu'on pourrait élargir, à mon avis, au sens comment on peut avoir peur pour un homme de sa part féminine, disons, ou pour une femme de sa part masculine, que l'autre va exprimer devant nous et qui va vous confronter au fait que vous n'êtes pas un homme pur, pur sucre, ou une femme pure. Une recherche menée aux États-Unis en 1996
a exploré le malaise et les réactions ambiguës que peuvent susciter l'homosexualité chez certains hommes. Grâce à un questionnaire, les chercheurs ont pu identifier dans un groupe d'hétérosexuels déclarés ceux qui avaient des penchants nettement homophobes. Un anneau de caoutchouc a été placé sur le pénis de tous les participants afin de mesurer les variations de la circonférence de la verge. De cette façon, on a pu évaluer le niveau d'excitation sexuelle de chaque participant face à des films érotiques qui comprenaient en alternance des scènes hétérosexuelles et des scènes homosexuelles. Résultat, tous les participants ont été émoustillés par les scènes hétéros, mais chose curieuse, ce sont les homophobes qui ont été les plus excités par les scènes gays. 54% d'entre eux ont eu une érection, contre 24% seulement chez ceux qui n'avaient rien contre l'homosexualité. Un résultat qui laisse croire que chez certaines personnes, des pulsions homosexuelles refoulées pourraient induire un comportement homophobe. Les homophobes feraient mieux de se poser la question pourquoi ils sont homophobes. Je sais pas, moi quand je me souviens quand on allait dans les parcs ou n'importe quoi, qu'il y avait des casseurs de PD, on se demandait pourquoi ils venaient là plutôt que d'aller draguer les filles. Bonjour. L'homophobie, Sébastien la connaît bien aussi. Enfant et ado, il a été la cible de railleries et même d'agressions verbales violentes. Aujourd'hui, il a surmonté ces épisodes difficiles de sa vie, il assume totalement ses préférences amoureuses et il y a 2 ans, il a même écrit un livre intitulé « Je suis gay, et alors ?» Évidemment que non, mais ça vient. De manière globale, je pense que j'ai grandi très vite dans ce laps de temps-là, entre 18 et 24 ans. Le chemin du coming out, en fait. Je pense que j'ai grandi très très vite. Et c'est pas un mal. C'est pas un mal. Maintenant, je me sens solide aux attaques. Maintenant, si ça m'arrive dans la rue dans 5 minutes à Port-Entruy, ça va pas me faire rire et ça va me faire du mal, bien sûr. Surtout qu'après avoir publié un livre, j'en parle ouvertement, j'ai plus aucun... On me demande si j'ai une copine, je dis non. Enfin, je ne sors qu'avec des garçons, donc ça, je le vis très bien au jour le jour. Maintenant, l'homophobie courante, celle de tous les jours, bien sûr qu'elle fait encore du mal, parce qu'elle rappelle aussi tous ces épisodes-là. Les chercheurs sont toujours plus nombreux à se pencher sur les origines de l'homosexualité, surtout masculine. Cet intérêt du monde universitaire interpelle les personnes concernées qui craignent que les découvertes scientifiques augmentent la stigmatisation des homos. Je comprends la curiosité scientifique autour du fait de d'où vient l'homosexualité comme quelque chose qui finalement est un comportement minoritaire. Mais rien que le fait qu'on se pose la question, ça me dérange. Si je prends mon expérience, les personnes qui autour de moi m'ont posé la question « Mais pourquoi est-ce que tu es lesbienne? Mais comment ça se fait? D'où ça vient ?» C'est les personnes qui avaient un problème avec ça, les personnes qui avaient de la peine à accepter et de la peine à comprendre. Les personnes pour qui c'était clair, pour qui c'était que je sois lesbienne ou que je sois hétéro, c'est de la même chose finalement. La question s'est même jamais posée, ça n'a jamais été une discussion avec eux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, suite à de longues investigations, mon équipe et moi-même avons fini par comprendre que, contrairement aux femmes hétérosexuelles, les lesbiennes ont l'index plus court que l'annulaire. En effet, elles n'ont pas eu la même dose d'androgènes stéroïdes dans le ventre de leur mère et du coup, elles ont l'annulaire qui a poussé plus fort. Regarde. Si, je fais comme ça. Tous les ans, il y a une étude qui sort, vous pouvez lire dans Sciences et Vie, dans les journaux scientifiques, une théorie scientifique qui fait un vrai travail de recherche, qui essaye d'expliquer l'homosexualité. Les psychiatres s'en donnent à cœur joie pour certains, les psychanalystes, etc. Je crois qu'à un moment, je sais que c'est dur, je sais que ça fait mal, mais il faut le laisser tomber, quoi. L'hétérosexualité ne s'explique pas, l'homosexualité ne s'explique pas, et c'est important de bien se rappeler que c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas d'être hétérosexuel non plus. On ne choisit pas de se réveiller un matin, et puis d'un coup, c'est les seins qui nous excitent plus que les torse-poils. Malheureusement, tout ça, c'est très mystérieux. Et je crois vraiment que la famille ne peut pas tout expliquer. Il y a un mystère, et c'est très beau, en fait. Et moi, je suis contente de penser ça, et quand je dis maintenant je sais, en tout cas c'est plutôt un truc de foi presque, c'est-à-dire de conviction personnelle. Il y a un mystère, et que c'est un mystère qui est magnifique, et le mystère de la vie, où voilà, tout ne s'explique pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, et c'est bien, c'est chouette.
Quelles que soient les explications, quelle qu'en soit l'origine, l'homosexualité n'est pas une maladie, ni une mode ou un caprice personnel. C'est une différence au même titre que de porter les yeux bleus ou d'appartenir à un groupe sanguin rare. Une simple différence qui ne justifie ni la discrimination, ni le jugement de valeur. Voilà, Spécimen, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet. C'est là où vous pouvez voir ou revoir cette émission. Et si vous voulez réagir à la thématique de ce soir, écrivez-nous. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Que vous soyez gay, lesbienne ou hétéro, l'ensemble de l'équipe de Spécimen vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.